Et bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle, le site, l'espace dédié au site internet mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'unité humaine, la paix universelle, la fraternité universelle, un fonctionnement parfaitement écologique, bref, voilà une sorte l'acquisition du paradis terrestre en somme. Et nous construisons cela sans le savoir, de façon tout à fait inconsciente, et c'est ce que j'essaie de démontrer. Et nous sommes à l'orée de la prise de conscience de cette évolution, et donc de travailler ensemble à cette évolution. Voilà. Euh, Au lieu de travailler de façon antagoniste à l'aide de la guerre, etc., de la compétition féroce entre les puissances, entre les nations, bref, voilà, de façon primaire. C'est une évolution primaire. Jusqu'à présent, nous avons toujours évolué de façon primaire, globalement. Mais on va sortir de ce mécanisme-là. Voilà. Alors, je continue cette lecture. Je prends appui un peu sur cette lecture en ce moment pour démontrer la pertinence de cette évolution, justement. Là, René Jean Dupuy, c'est un juriste qui s'intéresse au droit international, donc aux relations entre les nations, les pays, etc. Il a écrit cet ouvrage en 1991, ça a été publié là. Et donc, il était dans le grand mouvement qui s'est passé à la fin du XXe siècle, la chute du mur de Berlin et l'entrée progressive du monde dans un libéralisme qui devenait tout-puissant. Voilà, et qui est devenu de fait tout-puissant, que René Jean Dupuy n'a pas connu, puisque c'est à partir des années 90 que nous sommes entrés dans cette dans ce néolibéralisme, qu'on pourrait dire un ultralibéralisme au fond, et qui aujourd'hui a montré ses erreurs, ses faiblesses, comme, voilà, comme tous les systèmes, et qui est, à mon sens, en passe d'être dépassé lui aussi, pour aller vers quelque chose de plus important. Bon, mais on a d'autres choses à résoudre. Il y a une guerre à finir, à terminer, et à sortir de ce problème qui est assez majeur sur la planète, et pour passer à une autre, à, une, à un autre niveau d'évolution. À chaque fois que derrière une grande crise, il y a toujours une évolution. L'humanité utilise ces grandes crises pour passer des caps. Malheureusement, tant qu'on n'a pas compris que on peut passer ces caps de façon consciente, c'est-à-dire comprendre la mécanique de l'évolution de l'humanité, et donc de, de s'y acclimater, en somme, de le faire consciemment, quoi. Eh bien, quand on le fait inconsciemment, c'est comme l'évolution d'un être humain quand elle est inconsciente, et la plupart du temps, elle est comme ça. Quand on traverse, par exemple, l'adolescence, on est dans cette inconscience, on doit prendre des risques, on doit faire des essais infructueux, voilà, même des risques de mort, hein, c'est clair, c'est l'adolescence, c'est souvent ces épreuves-là, un peu, euh, ces, ces moments comme ça d'évolution, l'humanité, elle arrive bien souvent à la porte de ces catastrophes, et jusqu'à présent, elle les a jamais franchies, et elle a toujours utilisé ces crises pour rebondir et progresser. Voilà, donc je continue. Là, on en est à la perestroïka, donc, et, et René Jean Dupuy constate ce qui est en train de se passer dans les années 87, 88, 89, 90, 91. Voilà.
Alors, on constate la nécessité de nos jours, et bon, donc je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes, c'est la 35e, 36e celle-ci sur cet ouvrage. Donc, voilà, il y a déjà toute une explication, tout un passage euh, qui, ça fait beaucoup hein, à écouter évidemment. Alors on constate la nécessité de nos jours pour le chef d'une grande puissance de faire référence à l'humanité, non à celle attendue dans un avenir lointain et incertain de l'avènement du communisme, mais à celle que vivent les hommes de ce temps. Là voilà, il y a en fait, et c'est ce que j'avais compris dans une vidéo précédente, je découvre en même temps que je lis. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est une découverte. Alors, oui, le communisme parlait d'un avenir lointain et incertain, évidemment, mais qui était certain pour les communistes que l'humanité allait vers la fraternité, etc., etc., grâce au communisme. Et donc, et c'était ce qui se véhiculait très certainement dans l'URSS. Il y avait cette vision d'un horizon positif, en somme. À la chute du mur de Berlin, en somme, le problème est, ça, à partir du moment où c'est le capitalisme qui a pris le pouvoir, le capitalisme, il n'est pas sur une idéologie téléologique qui s'intéresse au devenir de l'humanité. Il est dans le pragmatisme du moment où il faut faire du business, s'intéresser qu'aux valeurs là. Donc c'est une vision étroite, évidemment, malheureusement. C'est ça, c'est le problème du capitalisme, c'est qu'il a une vision étroite, et ce qui fait que il écarte tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est... voilà, sa vision, elle est étriquée, en somme. Hein, mais voilà, il apporte un des fondements à l'humanité, qui est la liberté. Et donc, c'est pour ça que l'humanité le choisit, parce que la liberté prime sur l'égalité pour l'instant. Alors, dans le contexte historique de la rédaction de son ouvrage au sortir en 1987 de la guerre froide, le chef de l'URSS, donc Gorbatchev, dépasse ainsi largement le stade de la coexistence pacifique qui avait été celui de la première détente entre 1963 et 1979. Donc il y avait quand même une évolution après les haines farouches, les tentatives de s'éliminer mutuellement hein, entre un dominant et un prétendant, ou entre deux dominants. Voilà, il y avait cette compétition comme ça. Et il y a eu la détente, la première détente. La coopération entre les deux superpuissances se limitait alors à des domaines déterminés. Essais nucléaires, régulation de la course aux armements par les accords SALT, définition du régime des fonds marins et de l'espace extra-atmosphérique. Ça, c'était quand même des choses très importantes qui marquaient une vision universelle qui commençait à poindre dans l'humanité. Là, on avait affaire à deux systèmes qui connaissaient l'entièreté du monde. Ça n'avait rien à voir avec une puissance en 1400 ou en 1200 ou les puissances romaines ou les puissances égyptiennes ou les puissances grecques ou les puissances perses, etc., ou chinoises, qui ne connaissaient pas l'entièreté du monde. Là, ces deux puissances, qui étaient l'URSS et les États-Unis, on vit maintenant dans un monde qu'on comprend entièrement, qu'on connaît entièrement, je veux dire plutôt. Et donc ça change tout, la vision est universelle. Et donc les règles sur les océans, sur le spatial, sur tout ça, ça appartient à l'humanité. Et donc il y a une vision universelle qui s'est montée de fait.
Et c'est pourquoi je pense que l'avenir, dans un avenir très proche, on aura une vision de l'évolution universelle et on sera obligé de passer par ça. Mais il faut encore qu'on se castagne parce qu'on est des primates et des primaires. Et donc c'est l'agressivité des dominants qui se fait face actuellement en, à, en Ukraine et en face de la Chine, là, à Taïwan, voilà, et ailleurs, donc dans les zones où les puissances et puissances s'affrontent, eh bien, elles s'affrontent parce que c'est la primatitude qui s'affronte, c'est le désir de dominer l'autre, tout simplement, et qui est aussi fort des deux côtés, hein, et peut-être plus fort du côté occidental, à mon sens, même. Je pense que les pays émergents, même les BRICS, etc., ont plutôt une vision universelle déjà bien plus ouverte que l'Occident qui veut, puisqu'il est de fait le dominant, qui veut garder ses privilèges de dominant. Et c'est tout à fait logique en somme, hein. C'est le prétendant. Et là, on pourrait comprendre à ce moment-là ce que Nietzsche disait, hein, en fait, que c'était le faible qui cherche à l'amour du prochain, qui cherche, voilà, parce qu'en fait, il est dans une position dans une position de, pour lui, c'est plus avantageux de chercher l'égalité plutôt que, et pour le dominant, c'est plus avantageux de chercher à préserver sa dominance. Tiens, ça, c'est un truc vraiment intéressant que je viens de comprendre. Ça me permettra d'analyser un peu plus pointu encore Nietzsche à ce niveau-là. Et donc, évidemment, euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est par le faible que l'humanité évolue vers justement sa perfection. C'est ça qui est très intéressant. Et là, ça ramène à Hegel, pour qui l'esclave est est plus évolué que le maître. Le maître, il est obligé d'être rigoureux et de ne pas vouloir partager quoi que ce soit, donc d'être dans la paranoïa, dans tout un tas de... Il n'est pas libre, quoi, hein. Et d'ailleurs, voilà, en Amérique, les esclavagistes, ils n'ont pas développé l'art comme leurs esclaves. Voilà, les esclaves étaient finalement beaucoup plus libres au fond dans les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Et donc, l'Occident, malheureusement, les dominants occidentaux ont cette tendance esclavagiste qui est encore là. Et après l'esclavage, ça a été la, 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 euh, la colonisation. Et c'est cet esprit colonial, esclavagiste, qui fait que on a encore ce désir de dominer, qui est plus du tout pertinent avec l'évolution. Et donc, c'est pourquoi les pays émergents, c'est pourquoi les Russes, les Chinois, les BRICS, les Africains, etc., réclament de passer à un autre modèle qu'un modèle que les Américains en tant que gendarmes du monde. Ils veulent plus de ce modèle-là. Ils veulent un modèle et c'est tout à fait logique. Et donc c'est bien par l'esclave que l'évolution humaine va vers son ultime perfection. Ça, c'est très intéressant à voir. Alors, en revanche, tout dialogue sur les droits de l'homme était hors de question, et les guerres périphériques dans le tiers-monde se multipliaient. Ah ah, voilà. Avec la perestroïka, l'imaginaire des peuples concevait que la Grande Alliance puisse être celle qui se nourrait entre la Russie et les États-Unis. C'est ce qui a essayé d'être fait, malheureusement. La vie n'est... Il ne faut plus que je dise malheureusement, parce que ce qui se fait devait se faire ainsi, c'est tout. L'humanité devait passer par cette période et tout. Il n'y a rien qui s'est fait qui n'était pas exactement ce qui devait se faire. Comme on est chacun d'entre nous le résultat de notre existence, de l'entièreté de notre existence.
ce qu'on appelle nos erreurs, c'est exactement ce qu'on devait faire. On devait passer par par tout ce qu'on a vécu, le pire comme le meilleur, pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, avec la perestroïka, l'imaginaire, donc, de fait, elle s'est affirmée, la Russie, l'alliance entre la Russie et les États-Unis, de fait, elle s'est affirmée au Conseil de sécurité en 1990 à l'occasion de l'agression irakienne contre le Koweït. Et c'est là où aussi, bien sûr, qu'il y a eu un... on peut comprendre que les Russes se sont sentis abusés quand on leur a demandé d'accepter en fait de trahir leurs anciens alliés, etc., etc. Et quand on voit le résultat, en fait, ils ont été obligés d'accepter ou de cautionner les, les choix américains au Conseil de sécurité pour l'Irak comme pour la Yougoslavie, comme pour le... je ne sais pas s'il y a eu un truc au Conseil de sécurité, mais bref, ils ne s'y sont pas opposés, ni en Libye, etc. Et les Russes se sont sentis floués, en somme, dans cette façon d'évoluer. C'est ce qui fait que les Américains avaient sans doute l'intention de devenir les gendarmes du monde et donc de neutraliser tout ce qui pouvait neutraliser à l'époque, et parce qu'ils considéraient qu'il valait mieux le chaos plutôt que ces pays gardent de leur force, et que c'était la façon qu'on devait faire pour sortir de ces autocraties ou de cette dictature, en somme. Voilà. Alors, de fait, elle s'est affirmée au Conseil de sécurité en 1990 à l'occasion de l'agression irakienne contre le Koweït. Ainsi se dessinait un nouveau mythe. Il devrait être un des ressorts majeurs d'une maison commune qui couvrirait le nord de la planète. Et là, ça serait intéressant, c'est dommage, René Jean Dupuy est décédé pas très longtemps après cet ouvrage. C'est vraiment, sa vision aurait été intéressante, justement, 30 ans après, pour voir comment tout ce qui s'est passé là a des implications aujourd'hui, exactement dans ce qui se passe avec ce danger que nous sommes en train de vivre. Il devrait être un des ressorts majeurs d'une maison commune qui couvrirait le nord de la planète. Image abîmée par la répression violente infligée aux revendications d'indépendance des républiques baltes en janvier 1991. Le nouvel ordre mondial montre sa fragilité. Et c'est là où les choses se sont dégradées, en somme. Il y a eu un désir de faire exploser tout ce qui avait été construit par l'URSS, en fait, de flinguer, de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et ça, c'était une vraie réaction primate, en fait. C'est exactement comme ça que les primates, quand un dominant, un prétendant renverse un dominant, il va le repousser dans les trucs, l'autre n'aura même plus le droit de venir, de s'approcher. Dès qu'il s'approche, il va le mordre. Il veut voilà, éliminer tout ce qu'il a fait, quoi. À la limite, s'il pouvait éliminer ses descendants, il le ferait. Et ça, c'est une réaction complètement primate, en somme. Hein. Et bon, voilà, il faut juste accepter qu'on ait encore des primates sous cet angle-là. Et donc, ça a montré sa fragilité, parce qu'à la sortie de ça, les Russes ont compris qu'il y avait quelque chose qu'ils n'étaient pas dans un rapport d'égalité, que la fraternité qu'ils cherchaient, elle n'était pas du tout à l'ordre du jour.
Les changements intervenus en 1989 dans les rapports Est-Ouest avaient généralisé l'espoir, sinon la conviction, qu'entre eux, le temps de la peur était fini. Voilà, qu'on sortait de la paranoïa et surtout du désir de la haine, quoi, hein, de cet anticommunisme primaire qui s'est transformé là en anti-russe, Russie primaire, quoi. Cette détestation, elle n'a pas quitté, mais en fait, la détestation américaine n'est pas contre les communistes ou contre les Russes, elle est contre tout ce qui s'y oppose. Elle est tout simplement le résultat du narcissisme. Le système narcissique ne supporte pas qu'on lui tienne tête. C'est quelque chose, il ne supporte pas la contradiction en réalité. Et l'Amérique, c'est un gosse qui ne supporte pas la contradiction. Et là, il est devant le cas de figure où ses parents, c'est-à-dire les anciennes civilisations, les hindous, les Africains, voilà, les Chinois, le monde, son père, voilà, ses pères, en somme, son père, sa mère, sont en train de lui dire c'est bon, ça y est, tu as fait ta crise d'adolescence, mais maintenant c'est terminé, tu nous écoutes. Voilà ce qui va se passer à mon sens. Et voilà comment j'explique le monde, de façon simpliste. Donc, qu'entre eux, le temps de la peur était fini, alors qu'il s'installe dans les rapports sud-nord. De fait, la puissance économique du monde se répartit entre trois pôles, l'Amérique, l'Europe, Est et Ouest, et le Japon. Là, il n'y avait pas encore la Chine qui pointait son truc. Au début du troisième millénaire, le Nord comptera une population d'1 milliard, contre plus de 5 au Sud. Une telle asymétrie ne peut être que conflictuelle, voire belligène. Sauf si, et là, l'Afrique, justement, et les pays émergents sont en train de dire « Stop, on ne veut plus de cette évolution avec un dominant qui thésaurise les privilèges, qui pille les richesses, qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, comment il faut vivre. » Sur une planète toute couverte par la diffusion de l'information, les riches vivent déjà sous le regard des pauvres. Exactement, là, ils le voyaient, et là, c'est complètement évident. Là, c'est clair que le monde ne peut plus supporter l'injustice. Voilà. Les médias, il faudra remercier l'Occident d'avoir créé ces médias, et ces médias, c'est le bâton pour se faire battre, et c'est légitime. C'est comme ça, l'humanité, c'est toujours comme ça. On développe quelque chose qui pourrait servir à servir autrui, et en fait, tout se renverse, quoi. Le monde, il est vraiment... la construction de l'humanité, c'est une pure merveille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un système, plus il devient oppressif, plus il devient dominant ou quoi que ce soit, il engendre les ferments pour se faire renverser. Voilà. Tout est comme ça. Le nazisme, il arrive et il a engendré tout ce qu'il fallait pour qu'il se fasse complètement ravager. Et c'est le principe de l'évolution. Voilà. Tout ce qui est injuste, tout ce engendre le moteur de son renversement. Alors, les riches vivent déjà sous le regard des pauvres. Ce clivage au sein de l'humanité, outre l'injustice qu'il y consacre, maintiendra le monde sous les armes. Et il a tout compris, René Jean Dupuy, c'est vraiment génial. L'atome militaire se répand dans le Sud. Voilà, exactement, malheureusement aussi. Le Nord imagine que des fusées pourraient lui infliger des containers chargés d'armes chimiques et qu'il faudrait alors réorienter la dissuasion.
Voilà, le problème, c'est que tant qu'on vit avec la paranoïa, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas passé sur une, une vision universelle de notre évolution, avec, voilà, avec en disant, bon ben voilà, jusqu'à présent, on évoluait de façon inconsciente vers, vers la perfection, vers notre, voilà, vers on peut l'appeler autre chose que la perfection, parce que c'est clair que moi, j'ai parlé de perfection parce que c'est comme ça que je vois la chose, mais évidemment, c'est peut-être pas un terme qui servirait à l'évolution. Il faudrait trouver un terme qui soit plus matérialiste, en somme, moins, moins idéaliste. De toute façon, perçu en termes d'affrontement, ce rapport ne peut se comparer avec l'antagonisme des années de guerre froide. Évidemment, bien sûr. Alors que l'Est constitue un bloc conduit par des joueurs d'échecs, le Sud présente une hétérogénéité ouverte à des joueurs de poker. Sans doute des tensions maintiendront-elles toujours l'humanité, ça et là, en alerte, et, comme dans le Golfe, pourront aboutir à la guerre. Je pense que non, on le dépassera, ça. Voilà, toutes les clés sont là, je les ai énumérées dans les vidéos précédentes, mais elles sont sur la mécanique universelle aussi. Dans la partie, si vous tapez symbiotisme, symbiose, eh ben voilà, y a l'idée de vers où l'humanité va, entre autres, au niveau politique, je parle. Alors, il faudra encore, pour éviter les preuves de force, gérer des crises localisées dans des secteurs d'inquiétude. Ben, c'est ce qu'on est en train de vivre. En particulier des conflits entre sociocultures. C'est exactement ça. Il y a deux cultures différentes, la culture slave et la culture européenne de l'autre côté qui s'affrontent là. Mais les multiples, on pourrait dire plutôt la culture marxiste et la culture communiste, parce qu'en fait, les valeurs du marxisme sont encore très imprégnées dans les belles valeurs d'ailleurs du marxisme sont encore très imprégnées dans la Russie. Elles sont encore, elles ont encore, elles marquent encore une sorte d'idéal qui était là et qui peut-être moins dans les jeunes générations, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a cette et alors que l'Occident est vraiment entré dans le libéralisme, il a perdu d'ailleurs le néolibéralisme a fait perdre toute fraternité, toute idée d'entraide, il nous a plongé dans une individualité qui, est, qui était assez terrible et que justement les révoltes actuelles essayent inconsciemment de changer. À travers la révolte, les gens vont se retrouver des solidarités, des fraternités, etc. C'est exactement ce qui se passe. Euh, mais les multiples disparités entre le Nord et le Sud mettent dès maintenant en cause le destin de l'humanité en termes de salut ou de perdition. Eh bien oui, bien sûr. C'est pourquoi on n'a pas le choix. Le partage, c'est tout. Il n'y a que ça. Le partage, la fraternité, l'humanité dans son ensemble. Voilà. Et je vais d'ailleurs arrêter là. On n'a pas le choix. C'est ça ou c'est le chaos, quoi qu'il arrive. Le monde n'acceptera pas, le monde pauvre n'acceptera plus son sort de, d'espace à piller, d'espace dominé, d'espace sous sous une forme plus distinguée du colonialisme, etc., etc., néocolonial ou quoi que ce soit. C'est terminé. Donc là, l'Occident ne l'a pas encore complètement compris. Enfin, même l'Occident dominateur, hein, c'est-à-dire les dominants, plus le système dominant, c'est-à-dire les hommes politiques, plus
les médias, puisque c'est ça, n'ont pas encore compris que nous avons tourné la page. Parce que sinon, les médias parleraient de ça et éclaireraient, mais comme ils sont juste les clones des oligarques qui les emploient, ils n'ont même pas l'idée de parler de ça, en fait. Du fait que l'Occident doit changer de vision et faire évoluer sa vision. Voilà. Ben, je vais arrêter là, donc. Je vous remercie pour cette, voilà, pour cette écoute. À bientôt.